Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'UAL. L'UAL, c'est l'acronyme de Unité Arithmétique et Logique, ou ALU en anglais, Arithmetic and Logic Unit. L'UAL, c'est un peu le cerveau du microprocesseur, c'est là où s'effectuent tous les calculs. Malheureusement, Logicim ne propose pas de composants UAL, donc il a fallu en concevoir un. Donc je vous mettrai le fichier de ce composant ou le lien vers le fichier de ce composant en description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Donc je diviserai cette vidéo en deux parties. Donc dans la première partie, nous allons apprendre comment se servir de l'UAL parce que elle nous servira dans les prochains circuits de microprocesseurs que nous allons concevoir. Et dans la deuxième partie, nous verrons brièvement les principes de conception de cette UAL. Donc vous voyez que c'est un circuit quelque peu complexe par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir. Et pour pouvoir comprendre la conception de ce circuit, il y a un certain nombre de prérequis que nous avions vus dans des vidéos précédentes, en particulier la vidéo sur le multiplexeur, la vidéo sur les registres, la vidéo sur le tunnel, la vidéo sur comment créer de nouveaux composants et bien sûr l'introduction à Logicim. Donc je vous mettrai aussi des liens vers ces différentes vidéos dans la description. Alors, revenons à l'apparence externe de notre circuit UAL. Donc ce que nous allons faire, une fois que vous aurez téléchargé le fichier du UAL, vous vous retrouverez dans cette situation. Donc nous allons tout simplement cliquer avec le bouton droit ici et ajouter, créer donc un nouveau circuit que nous allons appeler test. Nous allons avec le bouton droit en faire notre circuit principal et nous allons le positionner au début. Donc voilà, j'ai mon circuit principal vide. Je vais tout simplement prendre mon composant que j'ai créé. Je vais zoomer à 200%. Voilà. Et j'ai préparé aussi une table pour cette UAL. Donc cette table liste les différentes opérations que peut faire cette UAL. Donc voyons tout d'abord quelles sont les bornes d'entrée et de sortie de cette UAL. Alors une UAL, ça sert à faire à quoi? Ça sert à faire des opérations, donc comme son nom l'indique, arithmétique ou logique sur des opérandes, donc des nombres. En l'occurrence ici, cette UAL, elle est capable de faire des opérations sur des nombres de 16 bits. Donc c'est une UAL 16 bits. Donc les deux nombres sur lesquels va porter l'opération devront être fournis ici sur les entrées I0 et I1. Input 0 et input 1. Et le résultat va sortir ici sur la sortie output O. Alors, pour choisir l'opération qu'on veut faire à l'UAL, c'est-à-dire est-ce que je veux additionner les deux nombres, est-ce que je veux les multiplier, est-ce que je veux les diviser, est-ce que je veux faire un et, est-ce que je veux les comparer, etc. Il va falloir envoyer sur ces quatre entrées, C3, C2, C1, C0, une certaine valeur qui va indiquer quelle est l'opération qu'on désire faire à l'UAL. Donc vous voyez ici C3, C2, C1, C0. Donc selon les valeurs de ces entrées-là, c'est l'opération qui se trouve ici à côté qui sera effectuée. Ensuite, nous avons cette entrée E qui signifie enable. Donc l'UAL, en fait, elle va attendre le signal fourni sur cette entrée E. En l'occurrence, cette UAL va attendre un franc montant, c'est-à-dire un passage de 0 à 1.
Donc lorsqu'on enverra ici un passage de 0 à 1, c'est à ce moment-là que l'UAL va nous sortir le résultat de l'opération qu'on aura choisi, appliqué aux deux nombres qu'on aura choisis. Il reste ces trois sorties, Z, N et C. Donc ces trois sorties, c'est ce qu'on appelle les indicateurs ou flags en entrée, et ils jouent un rôle extrêmement important, fondamental en informatique. Je pourrais simplement dire, surtout ces deux-là, Z et N, que sont ces deux indicateurs-là. Donc ce sont simplement deux bits, je vais expliquer de quoi il s'agit. Mais sachez que si ces deux indicateurs-là n'existaient pas, en gros l'informatique n'existerait tout simplement pas. Pourquoi? Parce que, comme nous le verrons dans les prochaines vidéos, c'est grâce à l'existence de ces deux indicateurs que nous avons dans les langages de programmation les instructions conditionnelles et les boucles. Donc, sans ces deux indicateurs, on n'aurait pas la possibilité d'avoir des instructions conditionnelles et des boucles dans les langages informatiques. Et donc, je vous laisse imaginer un langage informatique qui ne disposerait ni d'instructions conditionnelles if then else, ni de boucles for, while, repeat, do while, etc. Ce langage-là, il servirait pas à grand chose. Donc si vous enlevez les boucles et les conditions d'un langage informatique, vous n'iriez pas bien loin. Donc ces trois bits-là, c'est ce qu'on appelle donc les indicateurs ou flags en anglais. Quel est leur rôle? Chaque fois que l'UAL effectue un calcul, ces indicateurs vont nous renseigner sur certaines propriétés de ce calcul. Donc ce bit-là Z, il va nous permettre de savoir est-ce que le résultat est nul ou pas. Donc si le résultat calculé est nul, automatiquement ce bit Z va passer à 1. Sinon il reste à 0. De même, ce bit N va nous indiquer est-ce que le résultat est négatif ou pas. Donc si le résultat est négatif, ce bit N va passer à 1. Et enfin le bit C, car B en anglais, c'est la retenue. Donc s'il y a une retenue, ce bit-là va passer à 1. Alors, nous allons maintenant donc procéder à quelques tests de cette URL. Donc pour cela, nous allons prendre deux registres où nous pourrons mettre les nombres en entrée de notre URL. Donc vous voyez ici, URL, les entrées de l'URL s'attendent à avoir des nombres sur 16 bits. Donc je vais changer ici mon registre, je vais le mettre sur 16 bits. Donc je fais un copier-coller. Et un deuxième registre donc pour la deuxième entrée. Alors le registre m'affiche son contenu en hexadécimal. Alors pour plus de simplicité, je vais prendre aussi deux sondes pour voir le nombre que j'envoie en entrée de mon URL pour le voir en décimal. Donc je choisis ici signed décimal. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et je fais la même chose pour le deuxième nombre. Donc comme ça, j'aurai mes deux nombres ici en décimal. Et je vais faire la même chose pour la sortie. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je vais juste relier la sortie à une sonde. J'ai pas besoin à ce stade-là de mettre la sortie dans un registre. Donc j'oriente ma sonde vers le nord et je la relie à la sortie. Ensuite,
je vais avoir besoin ici de sortie sur un bit juste pour afficher l'état de mes indicateurs. Donc ça c'est pour l'indicateur Z. Ça c'est pour l'indicateur négatif. Et ça c'est pour l'indicateur de retenue. Ici je vais avoir besoin d'une entrée. Donc c'est par là que je vais, ou plutôt d'une horloge. On va mettre une horloge. Donc c'est là où je vais produire les francs montants pour activer mon UAL. Et enfin ici, j'aurai besoin d'une entrée sur 4 bits pour indiquer l'opération que je veux faire à mon UAL. Donc je vais l'orienter vers l'ouest. Et comme vous voyez, j'aurai besoin ici d'un splitter. Donc un splitter sur 4 bits que je vais orienter vers l'ouest. Alors vous voyez ici, ça c'est important, l'ordre des bits du splitter n'est pas le même que l'ordre des bits attendus ici en face de mon UAL. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement modifier l'ordre des bits de mon splitter pour que ça coïncide. Donc on peut le modifier ici, bit 0, donc je vais dire que c'est en fait le bit 3. Celui-là, ça va être le bit 2, celui-là c'est le bit 1, et celui-là c'est le bit 0. Et donc là, voilà, j'ai le bit 3, le bit 2, le bit 1 et le bit 0. Et donc je peux maintenant relier mon splitter et mon entrée de contrôle. Voilà, donc nous allons maintenant passer en revue les différentes opérations qu'on peut faire à cette UAL. Donc je peux cacher la grille pour avoir quelque chose de plus joli. Donc si j'envoie 0, NOP, ça veut dire No Operation. Donc l'UAL ne va faire aucune opération. Donc rien ne sera modifié. Alors, nous reviendrons sur NOP une fois que nous aurons fait une première opération afin d'avoir ici un résultat. Et après, nous testerons NOP pour voir que rien ne modifie le résultat en question. Donc, commençons déjà par ici, I0, l'opération I0. 0, 0, 1, 1. Donc, je passe en mode simulation. Je mets ici 1, 1. Que signifie l'opération I0? Alors, l'opération I0, ça signifie tout simplement que l'UAL va prendre la valeur présente sur son entrée I0 et elle va la ressortir. Donc, elle va tout simplement laisser passer l'entrée I0 et la produire en sortie. Donc, je vais prendre ici une valeur, je sais pas, par exemple 8. Voilà. Et je vais déclencher un franc montant ici. Donc, un passage de 0 à 1. Et vous voyez, le 8 est passé d'ici à là. Donc, ce qu'il y avait sur l'entrée I0 est ressorti ici. Alors, l'opération I1, c'est pareil, sauf que ça va faire la même chose, mais avec la valeur présente sur l'entrée I1. Donc, l'opération I1, c'est 0, 1, 0, 0. Donc, je modifie ici 0, 0. Donc, vous voyez, pour l'instant, rien n'a changé parce que j'ai pas encore envoyé de franc montant. Donc, l'UAL s'active à chaque fois que je lui envoie un franc montant. Donc, tant que j'ai pas envoyé une modification de 0 à 1 sur cette entrée, la sortie ne change pas. Donc, je vais mettre une autre valeur ici, par exemple 5. Et je vais envoyer un franc montant et nous allons voir si c'est le 5 maintenant qui va passer. Donc, voilà. Voilà, le 5 est passé. Donc, ça a bien fait l'opération I1.
Maintenant, on va faire l'addition. 0, 1, 0, 1. Donc, pareil, si j'envoie un franc montant, normalement, ça va me faire 5 plus 8 égale 13. Voilà, j'ai bien le 13. I0 moins I1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Donc, I0 moins I1, ça va faire 8 moins 5, qui devrait me donner ici 3. Je fais un franc montant, et voilà, le résultat, c'est bien 3. I1 moins I0. 0, 1, 1, 1. Donc ici, je passe 0, 1, 1, 1. Donc là, ça doit faire 5 moins 8, qui devrait faire moins 3. Donc j'envoie pareil un franc montant, et vous voyez, le résultat, c'est bien moins 3. Alors je peux tester maintenant l'opération NOP, puisque j'ai un résultat ici. Remarquez que là aussi, j'ai des indicateurs qui s'activent. Donc vous voyez ici, par exemple, j'ai un résultat négatif. Donc le n est passé à 1. Il y a aussi une retenue produite par ce résultat, donc le c est passé à 1. Donc je vais maintenant passer à l'opération NOP pour vérifier que quand je fais l'opération NOP, rien ne se passe, l'UAL ne fait aucune opération et que donc rien ne doit changer, aussi bien au niveau des indicateurs qu'au niveau du résultat. Donc voilà, je fais un franc montant. Et vous voyez, ben rien ne s'est passé, rien n'a changé. Donc l'UAL n'a rien fait quand je fais NOP. Alors, on va en profiter pour tester l'indicateur Z. Donc je reviens à la soustraction. I1 moins I0, 0, 1, 1, 1. Et je vais mettre cette fois-ci la valeur 8. Donc 0, 0, 0, 8. Voilà, et je vais déclencher une soustraction. Donc 8 moins 8 égale 0. Et donc normalement, je vais avoir ici le Z qui va passer à 1. Voilà, 8 moins 8 égale 0. Et vous voyez, le Z est passé à 1. Ensuite, on a le produit. Alors, le produit 8 fois 8 égale 64, donc 1, 0, 0, 0. Donc 1, 0, 0, 0. Donc j'envoie un franc montant. Vous voyez, le résultat c'est bien 64. La division, donc je vais prendre par exemple 16. 16 divisé par 8 égale 2. Donc 16 en hexadécimal, ça s'écrit 10. Donc 16 divisé par 8 égale 2. Donc je vais choisir ici la division, c'est 1, 0, 0, 1. Voilà, donc là j'ai sélectionné la division. J'envoie le signal pour que l'URL fasse l'opération. Et le résultat est nul. Pourquoi est nul? Parce qu'en fait, j'ai fait I0 divisé par I1. Donc, je n'ai pas fait 16 divisé par 8, mais j'ai fait 8 divisé par 16. D'accord? Donc, 8 divisé par 16 égale effectivement 0. Donc, si je veux faire 16 divisé par 8, il faut faire I1 divisé par I0. Alors que là, 1, 0, 0, 1, ça fait I0 divisé par I1. Donc on en profite pour vérifier ici que Z est passé à 1 aussi, puisque le résultat, le quotient est nul. Donc bien sûr, ça donne juste le quotient, ça donne pas le reste. Alors si je veux faire 16 divisé par 8, donc il faut faire I1 divisé par I0, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0. Voilà, donc je renvoie un franc montant, et là, cette fois-ci, j'ai bien 2. 16 divisé par 8 égale 2. Ensuite, on a note I0. Note I0. Donc, je vais prendre, par exemple, ici, tout simplement la valeur
0 partout. Donc si je fais note I0, 1, 0, 1, 1. Donc je devrais obtenir quoi ici? Je devrais obtenir en hexa, donc tous les 0 deviennent des 1, ce qui fait F, 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 F. Donc je peux modifier temporairement ça en hexa si je veux. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vérifier directement que tous les 0 deviennent des 1, et donc ça devrait faire que des F ici. Donc j'envoie un franc montant. Voilà, vous voyez, c'est que des F, des 1 partout. Ensuite, note I1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc je vais faire le contraire ici. Là, je vais mettre que des F et je vais voir si le résultat, ça va être des 0. Donc j'envoie un franc montant. Voilà, le résultat, c'est bien des 0. Donc tous les 1 ont été inversés et sont devenus des 0. Ensuite, on a I0 and I1. Alors pour tester ça, on va prendre par exemple ici FF00 et là je vais prendre F0, F0. Donc si je fais le AND, en fait ça va faire les AND entre deux bits correspondants. Donc ça fait le AND entre les deux premiers bits et ça donne le résultat ici du premier bit. Ça fait le AND entre les deux deuxièmes bits et ça donne ici deuxième bit, etc. Donc du coup, si je fais le AND entre ces deux valeurs, ici, ce 0-là représente en réalité 4 bits qui sont à 0. Et là, pareil, 4 bits qui sont à 0. Donc le résultat, normalement, ça devait être 0. Puisque 0 et 0, c'est 0. Ensuite, le F ici, le AND avec ce 0-là. Donc ici, j'ai 4 1, ici, j'ai 4 0. Donc là aussi, le résultat devrait être un 0, puisque 1 et 0, c'est 0. Même chose ici, entre 0 et F, 4 0 et 4 1. Donc le résultat, chaque fois, ça sera 0. Et enfin ici, F et F, donc 4 1 et 4 1. Le résultat, ce sera 4 1. Donc je devrais avoir ici F. Donc si j'envoie un franc montant, normalement je devrais avoir F suivi de 3 0. Alors je n'ai pas le bon résultat, tout simplement parce que j'ai oublié ici de changer mon opération. Il était toujours ici sur note I1, donc je vais passer à I0 and I1, donc 1, 1, 0, 1. Et je recommence. Voilà, donc j'ai bien cette fois-ci bon résultat une fois que j'ai choisi la bonne opération. F0, 0, 0. Pour le OU, donc même principe, alors je vais changer l'opération tout de suite pour ne pas l'oublier. Voilà, 1, 1, 1, 0. Et donc le OU, 0 ou 0, ça sera 0. F ou 0, ça veut dire 4, 1 ou 4, 0, ça fera 4, 1. Donc ça devrait être F. 0 ou F, pareil, ça devrait être F. Et F ou F, ça devrait être F aussi. Donc normalement, cette fois-ci, quand je vais déclencher l'opération, ça devrait être F, 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 0. Voilà. F, 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 0. Donc c'est bien le OU entre ces deux valeurs, le OU booléen. On parle bien du OU booléen, c'est-à-dire entre les bits et non pas du OU entre des conditions. Et enfin, le OU exclusif, donc 1, 1, 1, 1, pour choisir l'opération OU exclusif. Donc le OU exclusif, je rappelle que le résultat du OU exclusif, il vaut 1 seulement si un seul des deux bits vaut 1. Donc si c'est 0, 0 ou 1, 1, dans ce cas-là, le résultat sera 0. Donc par exemple ici 0 ou 0,
ou exclusif, pardon, 0, bah, ça sera 0. F ou exclusif 0, là, du coup, c'est des 1 ou exclusif des 0, donc là, ça sera 1. Donc, normalement, j'aurai 0 F. Ensuite, 0 ou exclusif F, pareil, ça sera un F aussi. Mais par contre, F ou exclusif F, si j'aurais 4-1 ou exclusif 4-1, donc du coup, là, je devrais avoir un 0 ici. Donc, ce qui va changer, normalement, c'est juste ce F-là qui va devenir un 0. Voilà. Donc voilà, nous avons testé toutes les opérations et celles-ci fonctionnent donc correctement. Nous avons vu les indicateurs. Nous avons vu comment activer notre UAL. Donc on a fait le tour de l'utilisation de l'UAL. Donc une petite explication rapide sur comment est faite mon UAL. Alors, j'ai pas fait, je pense pas que je vais faire une vidéo sur la conception de l'UAL parce que ça prendrait trop de temps. Donc je vais juste vous expliquer les gros principes et si le cœur vous en dit, bah, vous pourrez vous amuser à refaire le circuit. Alors, donc, première chose, les tunnels. Donc vous voyez ici j'ai utilisé pas mal de tunnels parce que sinon le circuit il aurait été incompréhensible. Donc j'ai utilisé ici par exemple, ici on a les 4 bits qui servent à choisir l'opération faite par l'UAL. Donc vous voyez ici, j'ai appelé ce tunnel opération et on le retrouve ici, on le retrouve ici, on le retrouve ici et là. Donc imaginez si j'avais tracé tous les fils, donc 4 fils qui vont de là à là, 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 ça aurait surchargé complètement le circuit et on n'y comprendrait rien. D'où l'avantage d'utiliser les tunnels. Donc comme vous le voyez, dans la vidéo de présentation du multiplexeur, on avait fait une petite UAL. Où on avait expliqué que comment grâce à un multiplexeur, on pouvait choisir entre les différentes opérations faites par l'UAL. Alors ici, c'est le même principe, sauf que dans l'exemple qu'on avait vu dans le MUX, c'était seulement avec 2 bits, donc on pouvait choisir entre 4 opérations seulement. Ici, on a 4 bits qui vont nous permettre de choisir entre 16 opérations. Donc mon multiplexeur ici, il prend les 4 bits en entrée, les 4 bits de contrôle en entrée ici. Et donc, il va permettre d'envoyer vers la sortie de mon UAL l'opération choisie. Et donc, vous voyez les différentes opérations ici, l'addition, la soustraction, le produit, la division, etc. Remarquez simplement qu'on utilise ici un registre pour attendre en fait le signal envoyé sur l'entrée enable avant de transmettre le résultat à la sortie. Donc quand on expliquera, quand on verra notre premier microprocesseur, on verra qu'il est très important que chaque composant se déclenche au bon moment. Donc l'UAL aussi, elle doit se déclencher au bon moment. Donc d'où l'utilité d'avoir ici un registre. Donc le résultat il va être disponible ici dans le registre, mais il ne sera écrit dans le registre qu'au bon moment. Quand je lui enverrai le signal, c'est à ce moment-là que le résultat sera écrit dans le registre et donc disponible en sortie. Et donc tant que le signal n'a pas été envoyé ici, là, le résultat, il sera là, mais il sera pas écrit dans le registre. Et donc, il sera pas disponible en sortie de mon UAL. Donc ça, c'est très important, mais nous reviendrons dessus quand on verra notre premier circuit de microprocesseur.
et où nous expliquerons justement la problématique de la synchronisation entre les composants. Alors, remarquez que pour cette activation, j'exclus, justement, on avait vu par exemple que pour no operation, quand il n'y a pas d'opération, l'UAL ne doit rien faire. Et donc, on a fait ici un petit circuit. C'est pas l'entrée enable qui est utilisée directement ici, mais c'est une autre entrée EN qui prend en compte le fait que l'opération n'est pas l'opération NOP. Donc, vous voyez ici, en fait, cette porte-là. Imaginez que c'est l'opération NOP. Donc, les 4 bits seront à 0. Et du coup, en sortie de cette porte E, j'aurai forcément un 0. Donc, si je suis sur l'opération NOP, j'aurai ici un 0. Et donc, même si j'active mon UAL ici avec Enable, donc vous voyez ici, le Enable, celui-là, c'est la même chose que ça, hein. C'est l'entrée Enable de mon UAL. Donc, même si je l'active, s'il s'agit de l'opération 0, eh ben, ici, ça sera pas actif. Et du coup, en fait, le résultat en sortie de mon UAL, il ne sera pas affecté. Et donc, même chose pour les indicateurs. Ils utilisent plutôt cette entrée EN que l'entrée enable de mon UAL. Donc, cette entrée EN, elle fait office d'un filtre en quelque sorte. Elle permet de filtrer le cas no operation. Donc, si c'est no operation, en fait, l'UAL ne fait rien. Elle ne reçoit même pas le signal pour envoyer le résultat vers la sortie. Voilà. Après, l'autre grosse partie de ce circuit, ben, ça va être les indicateurs. Donc, l'indicateur de retenue. L'indicateur de retenue n'a de sens que pour certaines opérations, comme l'addition et la soustraction. Et du coup, en fait, on a utilisé ici aussi un multiplexeur. Donc, selon l'opération qui est sélectionnée, s'il s'agit par exemple d'une addition, ben, je prends la retenue issue de l'addition et c'est elle que je vais envoyer vers mon indicateur de retenue. S'il s'agit d'une opération de soustraction, ben, je prends la retenue issue de ma soustraction et c'est elle que je vais envoyer vers ma retenue. Pour les autres opérations, par exemple le et, le ou, le XOR, etc., ben, ceux-là, il n'y a pas de retenue, donc j'envoie un 0. Donc pour toutes les autres opérations, j'envoie tout simplement un 0. Ensuite, ici, pour l'indicateur 0, ben ça permet de tester est-ce que le résultat est nul. Donc on aurait pu le faire avec une porte NOR à 16 entrées, mais comme ça prenait trop de place, j'ai préféré utiliser ce composant comparateur. Donc je prends le résultat, je le compare ici avec 0, et ben j'envoie le résultat vers mon indicateur 0 pour toutes les opérations, sauf pour les 3 premières. Donc NOP, naturellement, ben ça va pas affecter. De toute façon, il y aura pas ici l'activation, donc ça changera pas. Donc s'il s'agit de l'opération NOP, l'indicateur 0 ne sera pas affecté. Mais par contre, s'il s'agit des 2 premières opérations, ah oui, je me rends compte qu'on n'a pas testé, les opérations de comparaison. Donc je reviens dessus pour vous montrer comment marche la comparaison. Donc je reviens à mon circuit principal. Bon, je rezoome à 200%. Voilà. Donc pour comparer, nous pouvons comparer I0 et I1 ou bien I1 et I0. Alors pourquoi il y a 2 ordres différents? Parce qu'en fait, la comparaison va principalement servir à mettre à jour ces 2 indicateurs Z et N.
Donc, si les deux valeurs sont égales, l'opérateur Z va passer à 1. Et si les deux valeurs sont différentes, il restera à 0. Donc, ça me permettra de tester si les deux valeurs sont égales. Donc, pour Z, peu importe le sens en fait, I0, I1 ou I1, I0, ça donnera le même résultat. Par contre, pour N, là, ça va être différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, une comparaison, ça revient à faire en interne une soustraction. Donc, I0 moins I1 sera négatif si I0 est inférieur à I1. Donc, ça veut dire que quand je compare I0 et I1, eh ben, si I0 est inférieur à I1, dans ce cas-là, j'aurai ce bit-là N qui va passer à 1. Et de même, si je compare I1 et I0, eh ben, ce bit-là, il va passer à 1 si I1 est inférieur à I0. Donc, cette instruction va me permettre de tester est-ce que I0 est inférieur à I1 en regardant la valeur du bit N. Et celle-ci va me permettre de tester est-ce que I1 est inférieur à I0, toujours en regardant le bit N. Alors, nous allons après, pour les autres tests, supérieur ou égal, inférieur ou égal, etc., et bien tout cela, en fait, on pourra les faire par combinaison de ces deux indicateurs. Donc, nous verrons le moment venu comment faire les tests, tous les tests de comparaison, que ce soit strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Grâce à ces deux indicateurs, nous pourrons faire tous les tests de comparaison. Et nous verrons cela le moment venu. Alors, pour le moment, prenons juste deux valeurs. Par exemple, je reprends 0008 et ici, je reprends 0005 ou voilà, 0005. Donc, je vais comparer I0 et I1. Donc, il faut que j'envoie ici 0, 0, 0, 1 pour choisir la comparaison. Donc, j'envoie un front montant. Et là, qu'est-ce que je remarque? Z est à 0. Z est à 0, ce qui signifie que les deux valeurs ne sont pas égales, elles sont différentes, ce qui est bien le cas. Et N est à 1, ce qui signifie que I0 est inférieur à I1. Donc j'ai bien 5 inférieur à 8. Si je prends I1 CMP I0, donc si je prends 0, 0, 1, 0, donc je relance un franc montant, et bien cette fois-ci, vous voyez que Z est toujours à 0 parce qu'il s'agit de deux valeurs différentes. Mais par contre, est-ce que I1 est inférieur à I0? Est-ce que 8 est inférieur à 5? Non. Donc c'est pour ça que N est resté à 0. Alors si je prends la même valeur, donc 0, 0, 0, 5, si j'envoie un franc montant, vous voyez que cette fois-ci, Z est passé à 1, ce qui signifie que les deux valeurs sont égales. Donc remarquez que CMP ne change pas aussi le résultat qui est disponible en sortie de l'UAL. Donc aussi bien NOP que CMP ne modifie pas le résultat disponible en sortie de l'UAL. CMP, les deux instructions CMP servent seulement à mettre à jour des indicateurs pour nous indiquer finalement est-ce que les deux valeurs sont égales ou est-ce que l'une est inférieure à l'autre. Donc je reviens à donc mon circuit d'UAL. Donc voilà la comparaison. Pour l'égalité, donc tester si les deux valeurs sont égales. Non, pardon. L'indicateur 0, pour toutes les opérations, ça va prendre donc le résultat, ça va le comparer à 0 et ça va me donner ici donc le résultat.
Donc si c'est 0, j'aurai un 1 ici. Par contre, pour les instructions CMP, donc pour les deux instructions CMP, je le prends d'un autre comparateur ici, qui va comparer les deux valeurs I0 et I1. D'accord? Donc il faut bien faire la différence. Donc ce bit 0 là, il vaut 1 lorsque le résultat est nul. Et ça c'est valide pour toutes les opérations, sauf pour les instructions CMP. Donc pour les instructions CMP, il vaut 1 si les deux valeurs en entrée sont égales. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence ici. Là, je prends le résultat et je le compare à 0. Alors qu'ici, pour les deux instructions CMP, j'utilise un autre comparateur qui va comparer I0 et I1. Ensuite, pour le négatif, c'est un peu le même principe. Donc le négatif, pour toutes les opérations sauf CMP et NOP, donc je regarde si le résultat est négatif, donc j'utilise mon même comparateur ici. Vous avez ici un bit inférieur. Donc si le résultat est négatif, donc si ça c'est inférieur à 0, donc j'envoie ici le résultat négatif pour toutes les opérations, sauf pour les opérations de comparaison. Pour les opérations de comparaison, j'utilise deux autres comparateurs. Autant ici, pour l'égalité, un seul suffisait, parce que ce soit I0, I1 ou I1, I0, en cas d'égalité, c'est la même chose. Mais par contre, pour la comparaison inférieure, là, ça a le sens I0, I1 ou I1, I0 est important. Donc du coup, lorsque je compare I0 et I1, vous voyez ici I0 CMP I1, j'ai relié ici I0 et I1, et donc ici je prends le résultat de la comparaison, je l'envoie ici, parce que c'est inférieur. Mais par contre ici, vous voyez que j'ai inversé mes deux entrées. Et ici j'ai I1, donc ça vient d'ici, input 1. Donc c'est input 1 que j'ai envoyé en premier ici, et input 0, je l'envoie en deuxième ici. Et du coup, ça va faire, est-ce que I1 est inférieur à I0? Alors qu'ici, c'est le contraire. Est-ce que c'est I0 qui est inférieur à I1? Et donc, lorsqu'il s'agit de la deuxième opération de comparaison, je relis ça ici, cette entrée-là de mon mux, pour que s'il s'agit de cette opération, ce soit ce résultat-là qui soit envoyé vers l'indicateur négatif. Donc voilà grosso modo le principe de l'UAL. Grâce au tunnel, ça a permis de pas mal simplifier le schéma. Et s'il n'y avait pas les tunnels, on aurait des fils de partout et on n'y comprendrait pas grand-chose. Voilà, donc ceci clôt cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être notre premier microprocesseur.